Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Khalifa Haftar, chef de l'autoproclamée armée nationale libyenne, s'est retiré provisoirement de ses fonctions militaires ce mercredi, avant une candidature quasi certaine à la présidentielle du 24 décembre prochain en Libye. Dans un communiqué, il a annoncé la nomination d'un remplaçant provisoire à la tête de l'ANL jusqu'au 24 décembre à 77 ans. Il part donc à l'assaut du fauteuil présidentiel en Libye après avoir détenu une grande partie du pouvoir militaire dans ce pays depuis la chute de Mouammar Kadhafi. Pourtant, des écueils pourraient vite se trouver sur son chemin. D'abord, la loi électorale qui fait l'objet d'une levée de bouclier. Elle lui permet de se porter candidat à la présidentielle et de pouvoir retrouver son poste militaire s'il n'était pas élu. Autre épisode de tension, le Parlement basé dans l'Est a voté mardi dernier une motion de censure contre le gouvernement intérimaire du Premier ministre Abdelhamid Deiba, faisant peser le spectre de l'échec des élections. À tout ceci, faut-il ajouter l'énigme Saif al-Islam Kadhafi, lui aussi candidat déclaré depuis sa sortie dans le New York Times. Il y a quelques mois, Libye présidentielle du 24 décembre, quel leader pour remettre le pays sur orbite? C'est le thème de ce plateau. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui pour décrypter cette actualité libyenne et sans doute faire des propositions pour que la situation puisse évoluer. Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. Face à vous, il est Kofidia. Bonjour. Bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes juriste, vous êtes également analyste politique. Il est Kofidia, déjà une candidature annoncée, pas encore officielle, mais ça en prend visiblement la forme, l'allure. Est-ce que c'est surprenant que Khalifa Haftar décide ainsi de partir à l'assaut du pouvoir présidentiel? Il n'y a plus de surprise avec les élites politiques, qu'elles soient civiles ou militaires. L'envie du pouvoir, le désir du pouvoir, les réalités du pouvoir finissent par vous rattraper et vous enfermer dans une bulle qui fait que vous avez du mal à vous en détacher. Et l'appétit vient en mangeant. Et une fois que vous avez goûté aux délices du pouvoir, on a du mal à s'en détacher. Et l'on note une similitude du modus operandi et à travers les agissements, ça et là. Et cette candidature, elle fâche déjà, les uns et les autres, pour la simple raison que la loi électorale, la constitution et la charte des partis politiques, bref, il y a un problème au niveau du cadrage juridique pour conduire les élections à bon port. Mais il y a un délai, 24 décembre. Il faut rester dans le tempo. Je suis un partisan du respect scrupuleux du temps, parce qu'on ignore ce qui peut arriver demain. Et pour le mandat de 5 ans, ce qui a été prévu, ce qui a été dit au départ, doit pouvoir être respecté. Tout à l'heure, on ira en profondeur de notre développement et voir si il a le profil adéquat pour enfin porter l'espoir libyen. Patrick Armand-Pouillon, que le maréchal Khalifa Haftar ait des ambitions politiques, c'était avéré. On l'avait vu gouverner dans une grande partie du pays, concentrer beaucoup de forces, beaucoup de moyens, beaucoup de soutien en armement notamment. Il a engagé un combat face à la faction
de Tripoli pour contrôler tout le pays. Cela n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, il va à l'assaut donc du pouvoir présidentiel en Libye. Déjà, est-ce que cela vous surprend quelque peu? Non, parce que j'ai écouté mon ami Hilaire Kofidia. Il a utilisé un mot que je sais que beaucoup n'ont pas entendu. Il a listé certains mots, mais il a ajouté un mot, les réalités du pouvoir. Je sais que si je ne reviens pas là-dessus, les gens ne vont pas entendre parce qu'ils ne s'attendaient pas à entendre ça. Les réalités du pouvoir. C'est-à-dire, politiquement, on pense toujours que les gens sont là pour des intérêts et tout ça, mais parfois, les réalités du pouvoir font que ta non-candidature peut coûter ta mort. C'est-à-dire que le maréchal Haftar est dans une configuration actuelle où le simple fait de dire je ne suis pas candidat peut être un problème. Je me réjouis simplement qu'il n'ait pas dit je ne vais pas aux élections et à travers les armes, je maintiens ma présence dans une zone. C'est déjà heureux qu'il commence par se mettre dans les rangs, qu'il enlève la tenue militaire, qu'il prenne le costume, qu'il prenne ceci. C'est déjà heureux que quelqu'un qui contrôle une bonne partie du territoire accepte de jouer le jeu électoral. Je crois que c'est déjà heureux, ce n'est pas surprenant et en tout cas que Dieu fasse en sorte que la Libye gagne. Alors, le maréchal Khalifa Haftar, on va le rappeler, candidate de cette façon-là, puisque une loi qui est donc passée comme lettre à la poste a été votée au Parlement par un président donc, qui est son soutien officiel. On lui permet en quelque sorte de déposer le treillis pour quelques mois, d'aller aux élections. S'il gagne, c'est bon. S'il ne gagne pas, il peut revenir et reporter son uniforme et même récupérer tous ses arriérés de salaire. Il est Kofidia. Faut-il le rappeler, la loi controversée semble être taillée sur mesure pour le maréchal Khalifa Haftar, puisque cette loi permet à un militaire de se présenter à la présidentielle, à condition d'abandonner, bien entendu, ses fonctions 3 mois avant le scrutin. Donc, il faut reconnaître que l'homme fort de l'Est, qui n'a pu s'emparer de Tripoli, a maintenant les coups de France pour briguer à une magistrature suprême et de façon démocratique. Et elle est controversée, d'autant que on a tout fait pour qu'il soit l'homme idéal. L'homme idéal, et pour y accéder, il fallait passer par un test de loi. Puisque les fondamentaux de la démocratie, c'est le test de loi. Et il n'y a pas d'alchimie qui puisse tenir. Ainsi, je ne vois pas pourquoi il dirait non. Et comme l'a si bien dit le coach, et cette réelle politique-là vous amène parfois à vous oublier, à passer à un oubli de soi et évoluer dans ce que l'on appellerait ce que l'on appellerait le réalisme politique. Le réalisme politique. Ou l'opportunisme politique. Ou l'opportunisme. Et pour y parvenir, il faut aller à la recherche des voies et moyens juridiquement adéquats pour atteindre le résultat escompté. Dire non et opter pour les armes, c'est froisser la démocratie. C'est pourquoi le recadrage du couple armée et démocratie passe par la consolidation de la culture démocratique, mais aussi par la construction d'une armée au service de la démocratie. Donc, en tant que militaire, je voudrais qu'il utilise ce manteau-là pour non seulement se mettre au service de la démocratie, mais au service de la démocratie dans la mesure où le vocable démocratie vient de deux mots grecs, démos kratos, la démocratie du peuple, pour le peuple et par le peuple. Voyez-vous, donc lorsqu'il enlève son manteau militaire et il place le peuple au cœur de sa gestion, il va recevoir l'approbation de ses citoyens libyens. Alors, Patrick Abampoyon, le maréchal Haftar brigue donc des fonctions politiques aujourd'hui, mais visiblement, le vrai sujet qui fâche, c'est que la loi n'est pas allée au vote. On a un président qui a donc fait passer comme lettre à la poste cette réforme-là, permettant au maréchal de devenir un civil quelques mois, 2-3 mois, et de redevenir maréchal, tout en récupérant tout ce qu'il aurait eu à ne pas toucher comme fonds
est-ce que quelque part, on n'est pas en train de lui offrir le pays sans compétition? Il a le pays. Il a le pays. Vous vous rappelez, lorsqu'on a demandé à El Omar Bongo comment régler la situation de la Côte d'Ivoire, il dit nommer Guillaume Soro Premier ministre et vous réglez le problème de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit voter une loi pour nommer, il dit nommer. Il dit le pays est divisé en deux. Gbagbo est à Abidjan avec la force régulière et Soro est au nord avec ses troupes. Donc le pays est divisé en deux et il y a deux personnes qui contrôlent une partie chacun du pays. L'un est déjà président, nommé l'autre premier ministre. Tout le monde l'a insulté. Mais au bout de quelques années, c'est par là qu'on est passé pour régler le problème. Vous voyez donc, la Libye aujourd'hui est dans un chaos indescriptible. Dans ce chaos, si vous allez dire démocratie, démocratie, vous amenez un gars qui n'a pas la poigne, c'est dans 2 mois, dans 3 mois, il y a coup d'État, on reprend encore. Donc c'est pour dire que ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Le maréchal Haftar aurait eu la légitimité internationale qu'il aurait pris Tripoli. Il n'a pas pu prendre Tripoli parce que le régime en place à Tripoli avait la légitimité internationale. Donc, même si en dessous de table, les gens supportent le général Haftar, le maréchal Haftar, il ne peut pas lâcher Tripoli. Voilà pourquoi Tripoli n'est pas tombé. Donc la seule armée organisée, unie, solidaire, structurée, payée, réglementée, disciplinée dans le pays aujourd'hui est contrôlée par le maréchal Haftar. Donc, je crois que c'est-à-dire qu'on oublie ce paramètre. On dit non, démocratie, démocratie. Oui, il faut que la démocratie tienne aussi compte de la réalité politique dans le pays, la réalité militaire, la réalité des forces. La réalité, vous voyez aujourd'hui, on arrive à jouer un match de football à Benghazi. Hein? C'est pas évident à Tripoli aujourd'hui. Donc c'est pour dire que le gars avait comme une république qui fonctionne et comme personne ne veut accepter la partition du pays, il faut donc que tout le pays fonctionne. Et voilà pourquoi on veut aller à des élections. Je ne dis pas d'office que les autres aussi doivent accepter la chose comme ça. C'est des rapports de force. Si les rapports de force changent, ça veut dire que ça va changer encore en faveur des autres. Mais je dis pour le moment, les rapports de force sont en sa faveur. Si ça marche pour la Libye, chiche. Si ça ne marche pas pour la Libye, il va en ramasser les pots cassés. Effectivement, il y a donc des rapports de force. Il y a beaucoup de députés, notamment au niveau du Parlement libyen basé dans l'Est, qui a d'ailleurs voté une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre intérimaire Abdelhamid Deiba. Visiblement, on est en train d'aller, pourquoi pas, vers le glissement. Déjà, il faut rappeler que c'est une date d'élection qui a donc été, on va dire, retenue de commun accord avec la communauté internationale après moult réunions à l'extérieur du pays. Déjà, est-ce que selon vous, c'est une date viable? Est-ce qu'on a tenu assez compte de tous les paramètres? Est-ce que tous les Libyens iront voter? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait consensus et large consensus autour de ce pays-là et de ces élections-là? Il est Kofi. Ce qui se fait aujourd'hui par le truchement de la motion de censure et risque de faire patauger la Libye dans la fange de la médiocrité. Et j'appelle à la conscience et à l'éveil des parlementaires libyens pour que le cadrage juridique, le cadre juridique soit établi pour qu'on puisse faciliter les élections et permettre aux citoyens libyens de tourner cette page lugubre et par rapport à la chute de Muammar Kadhafi. Parce que la Libye ne mérite pas ce qui est arrivé. Et ceci dit, c'est la volonté politique, on ne prime pas sur la volonté politique. Sinon, depuis longtemps, qu'est-ce que les uns et les autres faisaient? Et c'est au crépuscule même maintenant des élections présidentielles qu'on trouve des poux sur la tête des acteurs politiques actuels. Et on estime que, bon,
ce ne sont pas... Et les tests ne favorisent pas les élections. Et les hommes qui sont là ne présentent pas des gages d'une certaine sécurité, d'une certaine tranquillité. On avance des arguments, ça et là, juste pour pouvoir tordre le cou au processus électoral. Et ça n'arrange personne, parce que c'est la Libye qui paie. Et qui dit Libye, dit le citoyen. La priorité ici, c'est le vivre et le couvert. Il faudrait que nos élites politiques cessent d'imaginer qu'ils sont des atlas, voilà, portant le monde entier sur leurs épaules. Ce n'est pas bien. Et tout ne passe pas par eux. Une loi, c'est une disposition qui doit permettre à des hommes et à des femmes de pouvoir se mettre au service de l'État et par ricochet de la population pour que le bien public puisse arriver, même plus que le bien public puisse être sauvegardé et permettre aussi bien à la majorité qu'à la minorité de se retrouver dans la gestion de la res publica. Et ces manières ou ces méthodes malhonnêtes ou malencontreuses qui consistent à toujours trouver des arguments ou des mots pour freiner un processus qui au départ a été défini de commun accord, à des fausses les règles du jeu démocratique. Alors, Patrick Abrompoyon, le maréchal Haftar, visiblement accusé par ses détracteurs de vouloir instaurer une dictature militaire, selon vous, est-ce qu'il cherche à conquérir le pouvoir par les urnes après l'avoir perdu, comme vous sembliez le dire tout à l'heure, par la stratégie militaire, par les armes? Au fait, vous voyez, nous avons commencé cette émission sur la Libye et depuis, on ne parle que d'une personne, le maréchal Haftar. Ça en dit long sur la capacité, sur le pouvoir, sur le rôle, sur l'importance du maréchal Haftar dans le jeu politique et militaire aujourd'hui dans le pays. À partir de cet instant, il est clair, il est absolument clair que ça doit se faire avec lui. Si on ne l'écoute pas, si on ne l'intègre pas dans le jeu politique, même le président élu ne pourra gouverner qu'une partie du pays. Alors, il faut que nous puissions travailler à une large coalition. Je vais vous dire ceci. Vous savez, au Bénin, pendant longtemps, il y avait une guéguerre à la Fédération béninoise de football. Aujourd'hui, nous avons la stabilité à la Fédération béninoise de football. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le chef de l'État s'est impliqué et a dit trouver un terrain d'entente, trouver une liste unitaire. Je crois que si le maréchal Haftar peut faire en sorte que des hommes forts de Tripoli soient dans la coalition qui l'amène au pouvoir, la Libye gagnerait, quelle que soit l'élection chaotique qu'on va organiser. Moi, ma prière, mon vœu le plus cher est que le 24 décembre, il y ait élection. Même si c'est une mauvaise élection, qu'il y ait élection le 24 décembre. Parce que gouvernement mal élu est toujours mieux que gouvernement non élu. Un gouvernement mal élu sera toujours mieux que gouvernement non élu. Donc, à partir de cet exemple, si les jeux politiques, les alliances, parce que vous savez, la Libye, c'est une affaire de tribu, une affaire c'est difficilement lisible en termes de politique. Ce qui se dit tous les jours, on ne sait pas. Les coalitions qui se font, on ne sait pas. Donc, on fait des débats ici, on fait des analyses ici, mais le seul indicateur qu'on pourra avoir, c'est qu'il y ait élection le 24 décembre et que le taux de participation et autres puisse être un indicateur pour nous montrer si les Libyens veulent. De toutes les façons, les dernières études montrent que les Libyens veulent aller aux élections. Donc, à partir de cet exemple, allons aux élections, faisons en sorte que tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. Moi, je suis contre cette affaire de première élection après le chaos où on se trouve des lois pour éliminer certains. Que tous ceux qui veulent aller aux élections aillent aux élections et qu'à la fin, on puisse apprécier. Mais je crois que dans tous les cas, maréchal Haftar est important dans le dispositif
et on doit en tenir compte. Voilà, on parle beaucoup de forces en présence. On sait que la pression et la présence internationale ne se discutent pas en Libye aujourd'hui, que ce soit la France, que ce soit la Turquie, que ce soit les Émirats arabes unis, la Russie, l'Égypte. On sait que le maréchal Haftar dispose de beaucoup de soutien et qu'en face, avec le gouvernement basé à Tripoli, il y a notamment la Turquie. Selon vous, est-ce que ces pays-là continueront à avoir des intérêts pour le pays? C'est automatique, ou bien la possibilité au sortir des élections, c'est qu'enfin on laisse les Libyens s'occuper de la Libye? Ce n'est pas pour les beaux yeux de la Libye que tout ce que vous citez comme organismes internationaux interviennent et mettent la pression et pour que les élections se fassent le 24 décembre. J'ai toujours dit sur ce plateau que l'intérêt est la mesure de l'action, la preuve. Et ils veulent que les règles de la compétition ainsi que la manière dont les élections vont être appliquées garantissent une tenue véritable, une tenue d'une véritable élection et démocratique. Voilà. Et comme le dit si bien le coach Ama Poyon, entre plusieurs leaders, celui qui semble être au-dessus du lot, c'est le maréchal. Voilà. Donc, les autres organismes, les organismes gouvernementaux, la société civile, les partis politiques, ils ont plus intérêt à faire en sorte qu'il y ait une certaine transparence, inclusivité, et pour que la responsabilité des uns et des autres soit retenue dans le cycle électoral. Parce que j'achète l'idée du coach qui affirme sans coup férir qu'il vaut mieux une élection, il vaut mieux que l'élection se fasse mal et qu'à la tête on ait un président et qu'un État sans président. C'est une autre façon de dire, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Voilà. Donc, et c'est important. C'est important parce que les engagements pris au départ engagent l'État libyen et il serait quand même décent que les acteurs politiques libyens arrivent à les respecter et sans pour autant s'écarter de la volonté de la communauté internationale qui, non content de vouloir une Libye apaisée, et ils sont en train de faire en sorte que leurs intérêts puissent aussi être en sécurité. Alors, Patrick Abampoyon, vous parliez des tribus. On sait que ce pays-là a toujours été gouverné, sinon dirigé, en parfaite alliance entre les politiques, les tribus, les clans, les familles. Aujourd'hui, on est en train de vouloir leur calquer une démocratie à l'européenne, allons vers des élections, laissons tout le monde participer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est réellement le mode le plus approprié pour diriger la Libye? Ou bien on doit plutôt rechercher un consensus et désigner un chef qui fasse, je dirais, qui ait l'onction de la majorité et qui puisse gouverner le pays dans la tradition qu'a été celle de Muammar Kadhafi? Mais c'est pour ça que je vous dis que non seulement il faut un homme fort, mais un homme fort qui sait tisser les alliances. C'est pourquoi je disais qu'il faut des gens de Tripoli, parce que pas des gens de Tripoli, je ne parle pas de ville, je parle des tribus qui gouvernent Tripoli. Il faut des gens de Tripoli dans l'alliance. C'est pourquoi quand on dit que le Parlement a réussi à avoir une majorité contre le Premier ministre, je me dis, est-ce que cette majorité n'est pas le résultat des alliances qui se tissent en dessous de table déjà entre les tribus? Il est impossible de gouverner en Libye sans les tribus. Maintenant, qui va réussir à avoir une alliance solide avec le maximum de tribus? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir de cet instant, moi, je pense que ça se fait. On va habiller tout ça par la démocratie occidentale qu'on tente de nous imposer. On va habiller ça par tous les noms, mais les Libyens ont cette faculté de présenter démocratiquement quelque chose qui est tissé, excusez du terme, tribalement. Donc, dans tous les cas, je crois que s'il y a élection le 24, effectivement, et que cette élection donne quelqu'un président, ne pensez pas que ce serait la légitimité populaire. La légitimité populaire sera le résultat
de l'alliance entre les tribus. Alors, aujourd'hui, on sait que la transition, elle est interminable, elle vient quand même de durer 10 ans. Pour le résultat qu'on connaît, c'est un pays en faillite, à part peut-être que le business a continué, notamment le pétrole qui a continué donc à être pompé copieusement. Selon vous, quel est le bilan qu'on peut faire des 10 ans de la chute de Mouammar Kadhafi? Mais avant de répondre à la question, il faut reconnaître que si la démocratie à l'occidental a quelque chose de positif, ce ne serait pas maladroit de le copier ou de le pasticher. Et c'est ce que les Libyens ont intérêt à faire. Maintenant, quand on regarde dans le miroir politique libyen, 10 ans de la chute de Kadhafi, vous voyez, les citoyens libyens regrettent la chute. Ils sont allés même jusqu'à dire, si seulement nous savions que nous manquions, on allait manquer du vivre, du couvert, on allait manquer du pain et de la paix, on n'aurait jamais contribué à cela. J'ai vu des citoyens qui ont avoué qu'ils étaient au front, qu'ils ont contribué à la chute du guide, mais qu'aujourd'hui, ils ne comptent que des chapelets de regrets. Et ce n'est pas 1, 2, 3. 10 ans, le bilan est triste. Le bilan est d'une noirceur indescriptible. Et il y a des témoignements qui, aujourd'hui, qui attestent encore de ce malentendu, de cette haine, et de la façon dont les Occidentaux ont tué la Libye. Et conscients de ce qu'ils ont fait chou blanc, et aujourd'hui, c'est eux qui passent par tous les moyens pour contraindre ou pour obliger les élites politiques actuelles à pouvoir sauver les meubles en allant coûte aux élections du 24. Ouais, parce que les 10 ans ont révélé l'inefficacité et la méchanceté de leur agissement. Et parce que le guide libyen avait une ambition panafricaine, le guide libyen avait commencé par mener une politique qui était en froid avec leurs intérêts. Le guide libyen avait commencé par donner un coup de pouce aux États africains plus faibles pour que nous fassions une union. Et ça allait vers les États-Unis d'Afrique, et choses qui feraient de ce continent et une force avec laquelle il faut compter pour que l'on cesse de piétiner et de brimer nos droits et de voler nos ressources. Et du coup, il fallait s'en débarrasser. Ils ont réussi le coup et les Libyens n'ont pas mesuré la hauteur et la grandeur de la hâte. Aujourd'hui, ils ne font que compter les regrets. Ils ont constaté les dégâts. Et donc, c'est un bilan, c'est une histoire douloureuse parce que un homme s'en est allé, et des hommes s'en est allés, des familles ont connu un sort qui dépasse l'entendement humain, et c'est la perte des vies humaines. Le résultat que l'on a aujourd'hui n'efface même pas la douleur. La douleur, elle est encore présente dans l'esprit et dans le cœur de chacun des Libyens. C'est pourquoi il faut écouter l'Occident, mais il ne faut pas acheter tout ce que l'Occident dit. Il faudrait que nos hommes politiques cessent de se faire manipuler par les Occidentaux qui n'ont pas d'amis, mais ne veulent sauvegarder que leurs intérêts. Donc, de ce bilan, si je dois raconter l'histoire des 10 ans de règne, aujourd'hui, à mon fils âgé de 12 ans, et retenez que la conclusion va être négative. Elle va être négative parce que en 10 ans, on n'a pas su trouver les mots pour guérir les maux dont souffre le peuple libyen. Patrick Arbon-Poyon, 10 ans après la chute de Mouammar Kadhafi, quel bilan faut-il faire? Déjà, est-ce que son décès a été une erreur capitale pour la Libye? Vous savez, ce que j'aime chez Hilaire Kofi-Dia, c'est qu'il prépare toujours ses débats. Avant de venir à un débat, il se documente sur l'actualité, vérifie les dernières nouvelles et tout ça. Donc, je voudrais déjà saluer ça et encourager chacun de nous, lorsqu'on a des débats, à préparer les débats.
Ensuite, je voudrais prendre pour mon compte tout ce qu'il a dit par rapport au bilan et préciser néanmoins que je n'ai pas une lecture aussi puriste de la gouvernance Kadhafi. Parce que si nous comparons le chaos au règne du président Kadhafi, c'est normal qu'on dise que c'est une erreur, une catastrophe, le départ du président Kadhafi. Mais tout n'est pas rose au temps du président Kadhafi, ni pour l'Afrique noire, ni pour son pays. Cela étant, je voudrais que nous prenions le bilan comme après Kadhafi, c'est-à-dire au départ de Kadhafi, le chaos que les Européens et autres ont laissé à maintenant. C'est-à-dire que nous sommes en train de comparer un régime qui a la stabilité du pétrole, la stabilité des marchés, la stabilité des financements, à une transition qui n'a pas accès aux ressources du pays. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire la comparaison. Il faut prendre, après Kadhafi, ils étaient loin, loin, loin dans le négatif là-bas, moins l'infini là-bas. Mais aujourd'hui, il y a possibilité d'élection. Donc, avancez. D'aujourd'hui, il y a eu justice au fils du président Kadhafi, qui a été jugé, qui a été emprisonné, qui a été ensuite innocenté, qui a été libéré. Sous le président Kadhafi, ce n'est pas possible. On ne pouvait pas libérer un de ses opposants. On ne pouvait pas juger démocratiquement un de ses opposants. Aujourd'hui, nous avons une partie du pays, la zone Est, qui est dirigée, organisée, structurée. Nous avons Libye, Tripoli, qui est dirigée, structurée, organisée. Nous avons plusieurs territoires, là, comment on appelle chez Kadhafi lui-même. Bref, qui sont en train d'être gérés. Donc, à partir de cet instant, nous sommes partis d'un chaos indescriptible juste après la chute du président Kadhafi, mais on ne peut pas dire que les régimes de transition n'ont rien fait. Pendant 10 ans, malgré que le pays était divisé et en guerre, l'argent du pétrole était sécurisé, partagé entre les deux zones. Vous voyez un peu? Donc, il y avait quand même une organisation grâce justement à la force des tribus, grâce justement à la capacité des tribus et autres à pouvoir imposer une certaine discipline. Donc, je dis, après la chute du président Kadhafi, c'était un chaos indescriptible, mais nous allons vers une élection qui peut avoir lieu le 24 décembre ou plus. Donc, nous sortons progressivement de ce chaos que les Européens nous ont laissé après la chute du président Kadhafi. Voilà, aujourd'hui, il y a aussi d'autres personnes ou personnalités qui ambitionnent donc de participer à ce scrutin-là. Il y a notamment Seif al-Islam Kadhafi, qui était l'un des plus proches collaborateurs de son défunt père, qui a, comme le rappelait Patrick Armand-Pouillon tout à l'heure, connu la prison, la torture, qui a été condamné à mort, qui a été libéré par la suite, dont personne ne sait où il logerait, mais qui a aussi déclaré ses ambitions. Donc, pourquoi pas partir à l'assaut de cette élection-là? Hilaire Kofidia, Seif al-Islam Kadhafi, est-ce que selon vous, la symbolique est importante pour la Libye d'aujourd'hui et celle de demain? Avant de chuter sur la symbolique à travers la personne du fils de Kadhafi, j'avoue que tout ce qui s'est passé sous Kadhafi n'est pas rose. Juste que ce qui se fait aujourd'hui n'est pas vert non plus. Ce qui se fait aujourd'hui n'est pas vert. Donc, et que bon, on a des militaires et tout, ce n'est pas non plus gage d'une certaine sécurité ou d'une certaine tranquillité démocratique. L'armée doit toujours être considérée comme un microcosme social en lien avec la société. Donc, son rôle premier, servir d'été entre le peuple et l'État, qui reste une personne morale, représentée évidemment par une personne physique. Ceci dit, le fils de Kadhafi, s'il venait à déposer sa candidature et se voyait et que celle-ci s'était validée, va réveiller les loups, va réveiller les loups et les lions de la savane libyenne, pour la simple raison que les regrets, l'amour, la passion, Kadhafi va connaître de nouveaux jours. Et cet électorat, les passionnés de son père, comme on disait, les fous du roi Kadhafi,
vont se lever comme un seul homme et voudront l'accompagner dans sa quête du pouvoir. Mais il va manquer un peu de choses, dans la mesure où les hommes forts, entre-temps les hommes forts sont là. Si j'étais que de lui, je m'associerais rapidement avec les hommes forts de l'instant pour tâter le terrain et pouvoir alors candidater à une élection, à la prochaine élection. C'est-à-dire composer avec les hommes forts du moment et en posant ma candidature ou en travaillant de commun accord avec, en allant à une coalition, tout en sachant que aujourd'hui je n'ai pas l'étoffe de pouvoir gagner, tout de suite, mais j'aurais gagné du temps. Et j'aurais gagné de l'admiration, j'aurais récupéré quand même l'héritage électoral de mon père, et qu'on veuille ou non, et apporter une certaine garantie à ceux avec qui j'ai œuvré pour que, à la prochaine élection, mon choix s'impose au peuple libyen. Et ce serait quand même bien qu'on laisse tout le monde aller pour pouvoir mieux juger. Parce que ça est une compétition, et la compétition se fait à 2 et à 3, pas de façon exclusive, pas des compétitions qu'on ne pourra pas expliquer, même si on fouille tout le dictionnaire Robert ou Larousse, qu'on constate de nos jours au Bénin ou en Côte d'Ivoire et dans certains pays où on nous insulte comme si on ne connaissait pas le terme de compétition. Pour une fois, de toute ma culture juridique et littéraire, j'ai constaté qu'on peut compétir seul, et que la meilleure façon de compétir seul, c'est d'exclure les autres, de les emprisonner ou de les envoyer en exil. Bon, ça fait qu'on gagne, mais on a gagné juste une bataille, on n'a pas gagné la guerre. Parce que le temps finit toujours par avoir raison de nous. Patrick Amompouyon, Selif Islam Kadhafi, candidat à cette élection-là, déjà, selon vous, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est matériel? Vous savez, ce jeune homme est fort. Ce jeune homme est fort. Il est fort. Parce que, je vous assure, le seul fait qu'on prononce son nom encore dans ce pays, c'est qu'il est fort. Il est terrible. Il est terrible. Il a traversé l'enfer. Et il est en train de revenir à la lumière. Alors, quelqu'un qui a ce parcours-là, ne pensez pas qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ce que Kadhafi veut faire, le fils de Kadhafi veut faire, c'est compter dans la coalition qui va gouverner le pays. Il sait très bien qu'il ne sera pas candidat. Il sait très bien qu'il ne peut pas peser électoralement aujourd'hui, mais il veut sortir les muscles afin d'attirer vers lui ceux qui ont le droit de négocier. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas bien que même le maréchal Haftar arrive au pouvoir sans faire des alliances dans tous les autres endroits qu'il ne maîtrise pas encore. Et dans ce cas, il aura besoin du fils Kadhafi. C'est pour ça, il sait très bien que dans cette élection, il n'a pas grand-chose. D'abord, pour circuler dans le pays, faire campagne, tout ça, il faut la bénédiction des autres. Donc, bref, il sait très bien, il sait là où il va. L'objectif pour lui, c'est de faire du bruit afin qu'on sache qu'il est là et qu'on discute avec lui. Faire du bruit afin qu'on sache qu'il est là, discuter avec lui. Selif Islam Kadhafi aurait donc son plan tout tracé et des ambitions intactes pour le futur en Libye. Est-ce que selon vous, ce serait important, sinon utile, que le nom Kadhafi revienne pour diriger la Libye? C'est important, c'est crucial, c'est cardinal, dans la mesure où l'héritage de son père ne sera pas rangé au placard de l'oubli ad vitam aeternam. Non. Il faut être fils à son père. Il faut être fils à son père. Même si on a tenté de faire de la responsabilité pénale une responsabilité collective, elle n'a jamais été collective, elle est individuelle. Et comme l'a si bien dit le coach Pognon, c'est un ressuscité. Il a connu des situations indescriptibles. Et il a connu l'enfer. On a condamné à mort quelqu'un qui vit encore. Et il a connu la prison. Il a connu des déboires. Et personne ne peut comprendre ce qu'il a vécu. Il peut le raconter, mais il faut le vivre pour mieux le comprendre. Et on ne souhaite à personne de le vivre. Par conséquent, il est très lucide. Et il ne vient pas pour animer la galerie, mais il vient composer avec les hommes forts du moment pour enfin ravir le pouvoir en Libye. Retenez-le sur ce plateau. Il va ravir le pouvoir en Libye. Mais il est conscient de ses limites.
et conscient de ses limites, il va composer avec les hommes forts de l'instant pour devenir après le puissant du moment à venir. Donc, et les moyens ne manquent pas. Je vous ai dit ici ce plateau qu'il a un cousin en Égypte, très riche, immensement riche. Et même lui, dans tous ses déboires, a quelques secrets qu'il ne veut pas dévoiler. Et l'argent ne finit jamais chez le riche d'hier. Il se murmure d'ailleurs que c'est lui qui aurait la clé de tous les comptes de son père. De tous les comptes de son père. Même si on a vite fait de les envoyer à l'extérieur. Tantôt, on pensait détruire Kadhafi. Mais vous ne pouvez pas détruire un nom tant que le décu juste, le défunt, a des enfants. A des enfants. Non, a des enfants. Un chien ne fait pas un chat. Juste que le fils ne va pas emboîter le pas ou ne fera pas la même politique que son père, mais les choses, les données ont évolué. Il a eu le temps de côtoyer son père et de collaborer avec lui et a compris certains nombre de ses erreurs, de ses errances. Et s'il peut tirer le son de cette expérience-là et proposer quelque chose de plus copieuse et de plus ambitieuse, de plus appréciable au peuple libyen, et le peuple va l'acheter. Le peuple va l'acheter. Et donc, et déjà, vous avez vu sa sortie. Et il est sorti pour dire qu'il veut être candidat. Hein, il était dans l'ombre. Il avait gardé silence. Mais avant de sortir, avant de parler à la presse, c'est qu'il avait déjà tout un catalogue préparé pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, il va faire avec les hommes forts du moment pour enfin devenir l'homme fort dans le futur. Patrick Armand-Pouillon, la famille Kadhafi a quand même payé un lourd tribut. Il faut-il rappeler, 3 des fils du guide ont été tués durant la contestation qui a donc mené à sa chute. Seif al-Islam est vivant aujourd'hui. Il a un jeune frère aussi qui a été récemment libéré et qui a dû quitter le pays. Selon vous, est-ce qu'il faut s'attendre tôt ou tard à ce que cette famille-là continue de diriger le pays d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est possible déjà de voir Seif al-Islam Kadhafi président de la Libye? Ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce qu'il faut compter avec la géopolitique internationale. Ça va être très difficile. C'est vrai qu'il a des ressorts, des réseaux de son père. Vous savez que des hommes politiques béninois, par exemple, qui avaient des relations très assises en France, les ont perdus après le départ de Jacques Foccart. Donc vous comprenez que ce n'est pas parce que mon père était puissant que son réseau reste au pouvoir. Tout récemment, on a arrêté en France un ancien dit génocidaire du Rwanda qui a survécu et trompé la justice française pendant des années, certainement avec la complicité de certaines autorités. Mais le problème, c'est que ces autorités ne sont plus au pouvoir. Donc, il est difficile de sortir du trou de cachette dans l'anonymat pour devenir président. Si le fils Kadhafi arrive déjà à pouvoir, c'est même pas être un ministre ou quelque chose, mais réussit déjà à se laver, se blanchir, se faire accepter par celui qui sera président ou le régime qui viendra prochainement, ce serait déjà bon qu'il sorte de l'anonymat et qu'il profite de tout ce que son père lui a laissé. Mais sachez une chose, c'est que autant le président Kadhafi a des personnes à l'intérieur de la Libye et à l'extérieur de la Libye qui l'aiment, autant il a plein de personnes qui le détestent. Et n'oublions pas ce facteur-là. Justement, Patrick Armand-Pouillon, il y a donc un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale qui court contre Seif al-Islam Kadhafi. Le mandat n'a pas pour l'heure été exécuté. Quel sort devrait être réservé à ce mandat-là, selon vous? C'est ça, je dis, ça dépend de l'ambition, de son ambition. S'il est trop gourmand, trop pressé, il risque de se retrouver en difficulté parce que le nouveau président élu peut l'attraper et le remettre. Donc, il va falloir qu'il puisse exister d'abord, avant même de dire « je vais être président ». Et moi, je dis, s'il arrive à exister dans le pays, exister au point d'être libre, exister au point où la Cour pénale abandonne un jour les recours pour qu'il puisse voyager, ce serait déjà beaucoup gagné, même s'il n'est pas ministre, même s'il n'est pas président. Mais dire devenir président en Libye, je ne suis pas sûr, quand je vois la configuration actuelle du pays, comment on appelle, et tout ça, donc c'est pas évident.
Mais je crois que s'il n'est pas aussi pressé que Guillaume Soro, je peux vous dire qu'il peut véritablement gagner au moins sa liberté. Parce que politiquement, il faut qu'on comprenne quelque chose. La liberté est la chose la plus importante d'abord. Primum vivere de philosophari. Je parle comme il est Kofi maintenant. Primum vivere de philosophari. Dites d'abord, philosopher ensuite. Alors, si on veut tout le temps philosopher sans vivre, c'est dangereux. Moi, je crois qu'il a l'intelligence nécessaire pour analyser et voir qu'aujourd'hui, si une candidature peut lui permettre d'être adulé, d'être accepté par le régime qui va venir, d'être un pion facilitateur pour le régime qui va venir en échange de sa liberté, je crois que c'est déjà beaucoup pour lui. Saif al-Islam Kadhafi a un mandat d'arrêt qui est contre lui, même si Karim Khan, actuellement procureur à la Cour pénale internationale, a été un de ses avocats. Selon vous, est-ce que ce mandat-là court toujours? Le coach Pognon a l'humilité et l'intelligence d'apprendre vite de ses co-débatteurs. Juste que primum vivere, non primum. Le U se lit ou en latin. Et je l'admire beaucoup parce que c'est un homme d'humilité rare. Hein. Et donc, pour revenir, pour chuter sur votre question, on l'a condamné à mort, mais il est vivant. Ça veut dire qu'il y a eu des tractations, des négociations. Et je continue de dire que quand vous avez évoqué la question du fils de Kadhafi, mon interlocuteur a dit qu'il est très, très, très fort. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Si on a eu l'opportunité de l'éliminer, mais on a choisi de le garder en vie, c'est pour en tirer forcément quelque chose. J'achète l'idée selon laquelle, pas dans l'immédiat, mais dans le futur. Et pour atteindre ce résultat futuriste, la façon dont on a réussi à effacer la peine de mort, c'est de cette même façon qu'on va juger de l'inopportunité des poursuites au pénal et ne pas le présenter à la CPI. Parce que quel intérêt la Libye a aujourd'hui à présenter le fils de Kadhafi à la CPI? Comme l'a dit le coach, s'il s'agitait et s'il se révélait comme un adversaire redoutable, s'il veut forcer la baraque, alors là, les autres n'hésiteront pas à le livrer parce qu'il va constituer un danger. Mais s'il devient un amicus, l'amicus c'est l'ami, s'il devient un amicus, les autres vont compter avec lui et par la suite, s'ils estiment que, bon, il présente des gages d'une certaine tranquillité, ils peuvent alors suggérer que quand il va conduire le pays un jour. Mais il y a une vérité qui a été dite par mon interlocuteur qu'il ne faut pas occulter, c'est que quand le père a fait tout ça et qu'on a essayé de l'étouffer et puis par la suite, on a réussi à l'enterrer et les ennemis deviennent plus nombreux que les amis. Et ça va fondamentalement poser problème, sauf s'il réussit, et l'exercice qui consiste à ne pas céder aux sirènes des démagogues de tous bords et pasticher les faits et gestes, partager les ambitions, accepter les objectifs recherchés par les puissants de l'instant. C'est le seul raccourci politiquement correct dont il disposera pour pouvoir se faire valoir. Si on lève la poursuite pénale devant la CPI, c'est un de gagné. Et il a dit aux journalistes qui sont venus l'interviewer que des négociations vont aboutir dans ce sens et lui permettront de disposer finalement de sa liberté. Il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et il y a des hommes, et des femmes derrière lui qui sont importants. Il va compter avec ceux-là pour aussi bien négocier sa liberté, d'aller et venir, pour aussi candidater en Libye, mais pas pour froisser les intérêts des hommes, des puissants de l'instant. Voilà un peu comment moi je vois la chose. Parce que le fils de Kadhafi, il a intérêt à quitter le cercle vicieux
pour opter pour le cercle vertueux. Parce que la vertu est une disposition d'âme qui porte à faire du bien. Et s'il opte pour le cercle politiquement vertueux, il va pouvoir gagner des voix et il tournera. Et peut-être que sa prochaine candidature ne sera rien d'autre qu'une réclamation et accord et accri par ce peuple qui fait et défait les hommes. Patrick Armand-Pouillon, vous parliez de ce que forcément Seif al-Islam est un homme de réseau. Beaucoup estiment qu'il détient beaucoup de secrets de son père. Il y a d'anciens chefs d'État, vous savez très bien de qui je parle, qui auraient peur de ce que certains secrets puissent se retrouver sur la place publique. Est-ce qu'il n'a pas aujourd'hui beaucoup plus d'ennemis que d'amis? Et est-ce que selon vous, il aura la possibilité d'exister politiquement en Libye et au-delà? Oui, vous savez, il a les ennemis de son père, qui sont ses ennemis. Mais il n'a même pas tous les amis de son père. Parce que pendant longtemps, des rumeurs ont circulé comme quoi il n'était pas aussi discipliné que ça pour son papa. Et donc, il avait ses propres ambitions et tout ça. Donc, même certains amis de son père ne vont pas l'aimer. Ensuite, les amis sur qui il a des secrets ne vont pas l'aimer. Donc, il y a tout ça. Seulement que, bon, la plupart de ces chefs d'État n'ont plus le pouvoir. Donc, bref, je vous dis, vous savez, la Libye, on en parle sur ce plateau. Nous en parlons d'abord pour édifier les autres Africains par rapport à des réalités de leur pays. Nous en parlons pour qu'eux-mêmes, en nous suivant, tirent quelques leçons. Mais ils maîtrisent leur pays plus que nous. Ils maîtrisent, c'est-à-dire les secrets que ce jeune homme connaît, on est loin d'imaginer. Vous savez que dans les pays arabes, rien n'est clair. Même comment on appelle l'organigramme des pays arabes, on ne connaît pas. On ne sait pas qui est le président, on ne sait pas qui vient après qui, on ne sait pas le lien qui a les ministres, on ne sait rien. Quelqu'un s'est amusé à faire l'organigramme des pays arabes et on a un ennemi quelque part, on a des ministres quelque part, on ne sait pas quel lien il y a entre eux. Donc, vous voyez, c'est des zones où on ne maîtrise rien. Même si, bon, des pays comme la Tunisie et autres ont fait un peu de démocratie, c'est des pays où on ne maîtrise rien. On ne sait même pas qui a le réel pouvoir et tout. Donc, bref, ça fait que nous faisons des analyses pour apporter un appui, un éclairage qui peut les aider. Mais je vous dis, la situation de la Libye est appréciée au jour le jour, même par les pays occidentaux qui ont des services de renseignement en pagaille. Donc je crois que le 24 décembre va être un indicateur pour nous qui est candidat, est-ce qu'il y a élection, qui a été élu, quel est le rapport de force et tout ça, est-ce qu'il a réussi à faire une coalition nationale. Voilà des choses que nous allons lire pour apprécier l'avenir. Mais pour le moment, on ne sait même pas qui est avec qui. On ne sait même pas qui dans quelle coalition chacun est. On ne sait même rien. On ne sait pas coup de fil entre le fils Kadhafi et qui. Donc, vous voyez, c'est tellement flou. Tout ce que je sais, c'est que, comme je l'ai dit, ce jeune homme n'est pas n'importe qui. Ce jeune homme est en relation avec de grandes puissances qui font semblant de le détester. Sinon, il aurait déjà tué. Ils ont tué le père qui était plus puissant que lui. C'est pas lui qu'on ne peut pas tuer. Donc, on l'a gardé là. Certainement, comme l'a dit les Covid tout à l'heure, on l'a gardé là pour des scénarios plus tard. Mais il a réussi jusqu'à présent à appuyer les bons pions, à gagner le jeu d'échecs jusqu'à présent, qu'il continue comme ça avec beaucoup d'intelligence et de sagesse et il finira par avoir tout au moins sa liberté. Intelligence, sagesse, obtenir sa liberté. Un bon programme pour Seif al-Islam Kadhafi. L'homme a forcément des soutiens, vous le rappeliez tout à l'heure, dans le pays et en dehors. Notamment, on suppose qu'il a beaucoup de soutien hors de son pays, des anciens amis de son père qui pourraient notamment mettre de la manne financière à sa disposition pour se refaire. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas déjà de se faire voir de tous les Libyens, puisque jusque-là, il serait dans un endroit où personne ne sait visiblement où il loge. On sait qu'il est dans une certaine partie du pays, avec des tribus qui sont restées fidèles et irréductibles à son père. Il jouit de sa liberté d'aller et de venir. Il a droit à des vêtements propres, à un environnement sain et tout, mais il n'est pas encore allé au contact de la population. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas court, puisque nous sommes à fin septembre et que si élection il y a, l'élection a lieu dans 3 mois?
plus qu'un bon programme, il dispose d'une lampe d'Aladin non négligeable. Il dispose d'une lampe d'Aladin non négligeable. Ce jeune homme a la particularité de se faire oublier et d'apparaître. Nous ne lui avons pas demandé d'aller au contact des journalistes avant qu'il ne le fasse. Et pourquoi allons lui demander maintenant d'aller au contact du peuple? Il a un tempo, il a un chronogramme, et en temps utile, il va se présenter et aller au contact du peuple. C'est juste parce que les reptilisations nocturnes, les intrigues de couloir politiques n'ont pas encore accouché et du résultat recherché. Ça, c'est mon point de vue. Et on attend de lui une réaction totalement teintée de démocratie. Donc, il sait que sans le peuple, il ne pèsera pas. Il sait que sans les fidèles alliés de son père, il ne pèsera pas. Il sait aussi que sans s'afficher et apporter une certaine garantie de bonne foi et faire valoir au peuple que l'expérience a acquis, les erreurs constatées ça et là, il fait son mea culpa et se rendre utile. Il sait que sans tout ça, ça ne marchera pas. Donc, il n'est jamais tôt ou tard pour faire les choses. Le plus important, c'est de pouvoir les faire en temps utile. Patrick Arbon-Pouillon, Seif al-Islam Kadhafi, il attend quoi pour aller au contact des populations, si tant est qu'il ambitionne effectivement de candidater à une présidentielle dans 3 mois? Il attend des garanties. Il attend des garanties. Ah, les amis, c'est pas le... Au fait, c'est que... Vous voyez, c'est des jeunes qui ont été formés à la réelle politique. Pas la politique de je m'en fous. Quand il était au siège à Papa France, on avait créé une expression. I don't worry, Wukraka. C'est-à-dire, c'est I don't worry qui a tué celui qui joue je m'en fous. Hein? Il n'est pas du genre à jouer je m'en fous. Après tout ce qu'il a vécu, il n'est pas du genre à jouer je m'en fous. Il sait qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Je vous assure, en Libye aujourd'hui, il n'y a personne qui peut franchir des lignes rouges. Et ils le savent tous. Quelqu'un qui franchit la ligne rouge est broyé. Donc, à partir de cet instant, même le maréchal Haftar, vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines de cela, il a été envisagé le remplacement du maréchal Haftar par des grandes puissances du monde. Donc, dites-vous, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Donc, il va falloir qu'il travaille avec ça. Il a joué jusqu'à présent très bien la carte, jusqu'à présent, qui continue de jouer la carte de la prudence, de la tactique, du tempo, du calendrier, de la stratégie et tout. Et il aura, je précise, tout au moins la liberté d'aller et venir partout. Je crois que Simone Guy doit aller à l'école finalement de Simone Bago, qui n'a pas la carrure de ce jeune homme, mais qui a réussi à avancer jusqu'à être blanchi. Je crois qu'il y a tout ce travail à faire encore. Il faut travailler avec beaucoup de stratégie, beaucoup de minutie, comme il est en train de faire jusqu'à présent. Et je crois que l'avenir est bon. Il est Kofiga, dernière question. On voit l'ONU qui visiblement accompagne ce processus-là, la date des élections. C'est un bon signe de voir l'ONU à cheval derrière la Libye pour que tout se passe bien. Oui, l'ONU ne fait que rattraper ses erreurs. Ils ont été partisans de la chute ou de l'état dans lequel se trouve aujourd'hui la Libye. Ils ont intérêt à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Ils ont été partisans du désordre, donc aujourd'hui ils se portent devant pour rétablir l'ordre qu'ils avaient bousculé au nom d'une dictature kadhafienne qui gênait, dérangeait les puissances. Mais aujourd'hui, ils réalisent que ça prend trop de temps, leur massacre, et que le résultat qu'ils recherchent n'est pas là. Donc, ils font tout pour qu'on dise que, bon, 10 ans après, quand même, ils ont réussi à sauver les meubles. Donc, l'intérêt de l'ONU aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on oublie, on déchire cette page politique lugubre
qui n'est rien d'autre que le résultat de la gloutonnerie et des puissances européennes. Et il faut laisser la Libye pour les Libyens, même si il y a un adage qui dit que aucun État, soit-il, ne peut se focaliser sur ses propres ressources et s'imposer. Et le repli sur soi est mieux, mais l'ouverture aux autres est meilleure. Et s'ouvrir aux autres ne veut pas dire venez embricader mes ressources. Venez prendre mes matières premières à 100 francs et me les revendre à 1000 francs. Ça ne veut pas dire ça. Venez nous dépouiller de nos matières premières. Aujourd'hui, le seul continent qui est encore riche et qui dispose de ressources, c'est le continent africain. Et nous avons beaucoup d'amis entre griffes qui viennent maintenant avec des propositions, avec des programmes non grugés comme ils l'entendent. Et c'est ce que tente de faire l'ONU, pas plus. Voilà, Patrick. L'ONU ne peut pas aimer le Libyen plus que le Libyen doit aimer le Libyen. Patrick Abampoyon, rapidement, mot de fin. Prions pour la Libye, prions chacun pour la Libye, parce que la seule chose qui peut les sauver, c'est de trouver, avec l'aide de Dieu, les accords nécessaires pour que la Libye gagne. Voilà, vous êtes Patrick Abampoyon, professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. Face à vous, il est Kofidia, juriste analyste politique. Merci de nous avoir suivis sur cette émission qui parlait donc de la Libye et de la présidentielle à venir du 24 décembre.